Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour à toutes et tous, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Phi. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. Salut Romain, salut Jean-Phi. Alors aujourd'hui, Jean-Phi va nous parler de quelque chose, mais on ne sait pas quoi en fait. Il nous a dit non, mais ne dis rien. Alors je dis rien, donc à toi la parole, Jean-Phi. Eh bien, c'est très gentil parce que c'est une surprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage très intriguant. Un personnage qui est passionné de productivité. Et moi. Qui est un geek des sciences. Ah, c'est moi aussi. Qui est capable de travailler seul, reclus, aussi. pendant plusieurs jours, sans souffrir. Et même qui peut y ressentir une forme de joie. Oh, Quelqu'un qui a organisé dans un système les moindres gestes et actions de sa vie quotidienne. Ah, ça pourrait. Et en plus, quelqu'un qui écrit des livres sur sa façon de procéder. Alors justement, tu t'es moi senti... je sais, Romain. Ouais. C'est Romain. Alors écoutez, ben oui, c'est ça. Ce portrait ressemble très portrait à Romain, mais je vais vous parler d'un glorieux prédécesseur qui est Frédéric Winslow Taylor, et comme vous le savez, qui est à l'origine du taylorisme. Et de cette façon d'organiser le travail qui a fait faire des gains de productivité absolument gigantesques. Voilà. Ouais. Alors, en fait, on connaît souvent le taylorisme. Souvent, on sait que ça a été créé par Monsieur Taylor, mais j'ai remarqué qu'on savait peu de choses en fait sur cet homme. En fait, lui, il voulait tellement être efficace qu'il a transformé son bureau en laboratoire et il a analysé chaque mouvement de chaque travailleur pour optimiser la production. En fait, ça vient de l'observation. D'accord. Et alors, il est né en 1856 aux États-Unis, à Philadelphie. Ses parents sont plutôt bourgeois. Il voulait qu'il devienne avocat, mais lui, il voulait absolument devenir ingénieur. Et il va étudier l'ingénierie mécanique à l'université Stephens dans le New Jersey. Et là, et c'est l'époque, hein, c'est vraiment un fruit de son époque. Il est passionné par la science qui est absolument en plein boom à cette époque-là. Alors, il va ensuite, une fois qu'il a fait ses études, il va travailler dans une boîte de sidérurgie, Midvale sûrement. Et là, il va expérimenter ses méthodes. Ce qu'il veut, c'est améliorer l'efficacité de la production, gagner en productivité. Et contrairement à ce qu'on croit, il avait aussi envie d'aider les ouvriers, les travailleurs, que ce soit plus simple pour eux, plus productif et moins fatigant pour les corps, moins destructeur pour les corps. Ok. Et notamment autour des accidents du travail, puisque au début du 19e, aller travailler, c'est risquer son bras, sa jambe et risquer sa vie. Et il y avait des taux d'accidents du travail absolument gigantesques. Alors, il va observer les travailleurs et il va même les chronométrer. L'idée, c'est de savoir combien de temps ils mettent pour faire une tâche. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est à économiser du temps pour l'entreprise et puis finalement de l'énergie pour l'ouvrier. Et c'est dans cette entreprise de sidérurgie qu'il va mettre en place son système de production. Et il va tripler la productivité. La productivité. Voilà. Donc l'idée, c'est le principe du taylorisme, c'est optimiser les mouvements et standardiser les tâches. Au fond, le 19e siècle aurait été le siècle d'un pillage. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Les ingénieurs vont regarder comment font les artisans pour produire. Et leur idée, ça va être de scientifiquement, avec la méthode scientifique, couper tous ces mouvements en mouvements simples pour que ça puisse être reproduit à grande échelle. Et par n'importe qui.
et en plus par des gens, Plus ou moins. à peu près n'importe qui. C'est ça l'idée des ouvriers spécialisés. On imagine comme ça que c'est des gens qui ont beaucoup de savoir-faire. Ben, en fait, pas tellement. Et donc, effectivement, on peut utiliser des gens, notamment qui viennent de la campagne, qui sont très peu instruits, parce que l'idée, c'est que, en fait, à la campagne, et particulièrement en Angleterre, au début du 19e, les propriétaires terriens veulent enclore. Ça s'appelle enclosement, mais en fait, c'est vol en réunion. Parce que toutes les terres qui étaient, disons, des terres accessibles à tout le monde, ce qu'on appelait nous les communaux avant la Révolution, vont être privatisées d'une certaine manière. Et les petites exploitations, les grands propriétaires envoient des hommes de main brûler les maisons et expulser les gens qui y habitent, qui vont devenir ce que Marx appellera, enfin si je me souviens bien, l'armée de prolétaires qui va être à disposition pour les usines. Voilà. Bon, je fais simple et je fais rapide. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que Taylor, il va prôner la spécialisation des tâches. C'est-à-dire que chaque travailleur va effectuer une tâche spécifique et la tâche pour laquelle il est le plus qualifié. Je note ici tout de suite que Taylor, il était pour la formation continue des ouvriers. D'accord. Et puis, juste en incise, il y a une autre étude qui a montré, ou plutôt, je vais vous la poser sous forme de question. Est-ce que vous savez, même sur une chaîne de travail, vraiment ce qu'on imagine, quoi, les temps modernes de Charlie Chaplin, avec des OS qui ont très peu de savoir-faire, néanmoins, combien de temps, sans le savoir métier, en combien de temps la chaîne s'arrête? J'ai pas compris la question. Donc, C'est le sens savoir métier qui m'a perdu. Ouais. si on met de côté le savoir métier des ouvriers en question. D'accord. Donc, on prend quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà, exactement. Si on remplace tous les OS d'une chaîne D'accord. et qu'il n'y a pas le savoir-faire métier, même sur une chaîne où les actions, les tâches sont hyper standardisées et hyper simples, au bout de combien de temps une chaîne de production, d'automobile par exemple, s'arrête? Ah, c'est la colle. Comme tu as dit même, j'ai tendance à dire que, parce que j'aurais presque dit au départ, ça s'arrête pas puisque c'est tellement standardisé que... C'est exactement ce que j'allais dire. Alors. Ça s'arrête au bout de 10 minutes. Ah dis donc. 10 minutes, parce que, en fait, même dans cette chaîne de production standardisée, il y a du savoir-faire métier. Ok. En fait. Voilà. Et donc, je reviens sur Taylor. Donc, aucun de nous trois n'avons jamais travaillé à la chaîne. Non, tout à fait. Mais Je confirme. je confirme. Et il a introduit l'idée que la formation des travailleurs était importante pour qu'ils puissent effectuer leur travail d'une manière optimale. Okay. Alors, les résultats du taylorisme, on les connaît, mais c'est absolument spectaculaire. L'efficacité de la production va augmenter de manière carrément exponentielle dans certaines usines quand ils commencent à faire ce management scientifique d'une certaine manière, et les coûts de production vont diminuer drastiquement. D'accord. Donc, tu augmentes la production et tu réduis les coûts, en fait, dans le même mouvement. Et dans le même mouvement, réduire les coûts et augmenter la production. Et lui, il disait que ce surplus devrait profiter peu ou prou aux ouvriers. Oui. Mais il a été beaucoup entendu sur la première partie, beaucoup moins sur la seconde, apparemment. Voilà. Ouais. Je lui donne quelques exemples. Par exemple, il a travaillé dans une usine de roulement à billes. Il a le nombre de travailleurs nécessaires, il est passé de 120 ouvriers à 35, et la production, elle, a augmenté de 1200%. Ah ouais. Dans une autre, pour fabriquer les pièces, on mettait 17 minutes pour fabriquer une pièce, et grâce à Taylor et au taylorisme, on ne mettait plus que 2 minutes. Oh la vache. Ok, ça calme. Alors effectivement, le taylorisme, en fait, il est pas très populaire chez les ouvriers. Oui. Parce que quand les industriels se sont mis à utiliser cette méthode, d'abord, ils ont poussé les cadences. On parle de cadences infernales, vous savez, et c'est le cas, parce que jusque très tard, les usines, on y est
10 heures par jour Ouais. à faire exactement la même tâche répétitive. C'est ça. Mais lui, c'était pas son but, hein. Et la critique, c'était que on utilisait les travailleurs comme des machines et on négligeait à la fois leur bien-être et leur dignité. Voilà. Alors évidemment, le film qui retrace, enfin du moins qui critique le mieux le taylorisme, c'est les temps modernes Ouais. de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Carrément, il est à un moment avalé par la machine, ce qui est une image quand même géniale. Ah ouais. Et au fond, je me permets une idée, quoi. C'est que au fond, je pense que Charlie Chaplin, il critiquait plus le Fordisme que le taylorisme. Ah, alors là, c'est bien. Ouais, vas-y. Ford, c'était le salaud intégral. Ok. Vraiment le sale type, quoi. Il avait plein de défauts. Même s'il était génial dans la production. Je vous donne un seul exemple, c'est lui qui a financé le parti nazi avant son accession au pouvoir D'accord. en Allemagne. En quoi faisant? En donnant tous les bénéfices de la vente de sa Ford T au parti nazi. Voilà. Bon, déjà, ça situe le bonhomme. Et puis, sur le management, le traitement de ses ouvriers, c'était vraiment un sale type, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est plus une critique de ça qu'a voulu faire Charlie Chaplin. Parce que vraiment, lui, c'était l'homme attaché, l'ouvrier attaché à sa tâche, et puis rien. Parce que Taylor, lui, il avait notamment, et ça porte encore son nom, proposé une pause Taylor. Il disait que régulièrement, pour que les ouvriers puissent travailler de manière optimale sur la chaîne, il fallait leur donner des pauses régulières. Voilà. Voilà. Et la question se pose de savoir si oui ou non c'était plutôt quelqu'un d'inhumain en quelque sorte, ou plutôt comment est-ce qu'on peut appeler ça, un idéaliste, un humaniste. Le truc, c'est que lui a travaillé sur la standardisation et sur vraiment le management scientifique, d'accord, et que à l'intérieur de ça, il s'occupait des humains, donc il avait vraiment un élan humaniste. Mais la façon dont ça a été utilisé par les personnes qui l'embauchaient, c'était différent, parce qu'en fait, c'est un ingénieur qu'on a fini par embaucher dans différentes usines pour améliorer en direct la productivité. Et même, il a travaillé avec un monsieur Gilbers, alors Gilberth. Et ce Gilbers, en fait, lui, il a travaillé également sur la productivité. Ils travaillaient ensemble. Et donc, il a envoyé Gilbert filmer les mouvements des travailleurs pour ensuite les rationaliser. Donc, ils ont travaillé avec la caméra. D'accord. C'est intéressant, dès que c'est sorti. Je suis dingue. Ouais. Ouais. Et puis, ce Gilbert, lui, il a, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il a séparé, ou du moins analysé, 17 mouvements de la main, quelle que soit la tâche à accomplir. Ok. Et il a réduit, enfin, en tout cas, il a découpé, en quelque sorte, toutes les actions que pouvait faire un artisan en 17 actions simples, avec la main. Voilà. C'est lui qui a eu l'idée, je parle d'amélioration, par exemple, dans une usine de briques, Taylor et Hilbert, ils se sont dit, mais en fait, les mecs, ils passent plus de temps à transporter les briques qu'à les fabriquer. Donc, parce qu'il fallait les transporter d'une machine à l'autre, les machines, elles avaient été mises dans un ordre, disons, pas optimum du tout. Ouais. Et donc, ils se sont aperçus que le premier truc à faire, c'était de rapprocher les machines, ou au moins de faire un circuit rationnel pour pas perdre un temps fou, quoi. Alors ça, par contre, ça a aidé les ouvriers. Du coup, ils avaient beaucoup moins de temps de transport, ce qui les fatiguait beaucoup. Et c'est lui qui a eu l'idée. Alors, pendant la guerre 14-18, les chirurgiens, il fallait que ça aille un peu vite, quoi. Et donc, il est allé regarder ça et il s'est dit, mais attendez, faites travailler une infirmière avec le chirurgien et demandez-lui de lui passer les instruments. C'est lui qui a eu cette idée-là. C'est à lui qu'on doit le scalpel, c'est le fait que le chirurgien demande à chaque fois. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça.
Et l'idée, c'est de réduire le plus possible les mouvements. Et notamment, toujours pendant les guerres 14-18, il a travaillé avec les fabricants d'armes pour que les armes... Vous savez qu'en fait, il faut graisser les armes. Oui. Il faut vraiment s'en occuper, nettoyer, sinon ça vous pète à la gueule. Bon, et donc là, l'idée, c'est qu'il a travaillé non seulement pour former les soldats à assembler et désassembler les armes, mais également aux fabricants pour que ça puisse se faire. Et le but, c'était que le soldat puisse le faire à l'aveugle. Ok. À l'aveugle. Ils ont travaillé pour qu'il puisse se faire à l'aveugle. Alors, ce monsieur, il avait une femme, Madame Guibert. Ils ont monté une boîte ensemble. Il était assez rigolo, en fait, ce gars-là. Il a fait quelqu'un pour faire sa biographie avec ses enfants. Enfin bon, il avait payé quelqu'un pour ça. Ouais, c'était quelqu'un d'assez fantasque aussi. Ouais. Et toutes les cuisines, aujourd'hui, donc dans toutes les grandes cuisines et même dans nos cuisines à nous, chez nous, il y a un triangle. Un triangle pour être optimum pour faire la cuisine. Ce triangle, c'est l'eau, le froid et la cuisson. Ok. Il faut que, en fait, le bonhomme qui cuisine, il soit au milieu de ce triangle. Et ben, c'est elle qui a trouvé ça. D'accord. Donc, même sa femme travaillait À l'optimisation aussi. à l'optimisation. Donc en fait, lui a monté une boîte avec sa femme. C'est Mais ça. Taylor, il est tout le temps resté employé des différentes usines dans lesquelles il travaillait. Il avait monté sa propre entreprise, Ah, d'accord. mais il avait des missions. D'accord, il était consultant. D'accord. quoi. Il allait travailler sur place. Il Ouais. était consultant. Ouais. Mais D'accord. ce que je voulais dire, c'était que quelquefois, les gens lui envoyaient des films de la production pour que lui travaille dessus pour optimiser justement et rationaliser la production. Et donc, il envoyait Gilbers pour ça. D'accord. D'accord. C'est l'idée. Et il a travaillé avec quelqu'un d'autre que tout le monde connaît. En tout cas, tout le monde connaît le nom. Roulement de tambour. Le roulement de tambour, je vous donne un peu d'aide. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la gestion de projet. Monsieur Gant. Exactement, Monsieur oui. Gant. Henry Lawrence Gant. Alors, ils travaillaient ensemble et tout le monde connaît maintenant le diagramme de Gantt. Et en fait, tout son entourage était aussi pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. Alors, lui, il avait inventé Gantt, non seulement le diagramme que tout le monde connaît. Rigolo, il avait essayé de rationaliser également et standardiser aussi la politique. Il voulait appliquer les critères de l'efficacité industrielle à la politique. Ça a dû être le plus Ah ouais. intéressant. Vaste sujet, hein. Il regardait ça, voilà. Mais je pense qu'il aurait été très connu pour ça. Donc, il est juste connu pour son diagramme, pour la politique, D'accord. pour rationaliser. C'est pas exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Mais c'est un objet d'étude intéressant, je pense. Absolument. Voilà. Et donc, oui, il donnait des bonus, des primes aux managers quand ils expliquaient bien et efficacement comment aux ouvriers comment être plus performants. Gant, hein, tu parles. Ouais, Gantt, exactement. Il y avait ça s'appelle travail et bonus et l'idée c'est d'intéresser les managers à tout ça. Voilà. Alors bon alors tu vois c'est là où il te ressemble un petit peu Romain. Taylor, c'est quand même, il était tellement obsédé par la productivité et surtout par sa propre sérénité que il a mesuré le temps nécessaire pour étaler du beurre sur du pain grillé. et il a Non, développé... non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça, Charles Peter, je ne l'ai jamais fait. Mais pas encore. Mais l'idée est pas mal. Et alors, comment est-ce qu'il a fait pour optimiser ce temps-là? Eh ben, il a inventé, ou du moins, il a demandé à ce qu'on lui fabrique une lame de couteau spéciale pour étaler le beurre plus vite. Sur ses tartines. Ok, Ouais, ok, il a fait je suis ça. fan. Voilà. Écoute, vu la durée du petit-déj chez nous avant de partir à l'école avec les enfants le matin, il va falloir que je me ouais, renseigne sur cette lame. Ah, tu vois. Peut-être que ça pourrait être hyper intéressant à remettre au goût du jour sur les petits-déj des enfants. Pour revenir sur ce qu'il a laissé, en fait. Donc, cette idée de Taylor, hein, d'utiliser la science, de manager, faire de la gouvernance avec
la science, en fait, on peut dire que à la fois, il a servi les industriels, dont beaucoup d'entre eux étaient philanthropes, d'autres beaucoup moins. Et donc, malgré tout, ils s'en sont servis pour améliorer les profits sans intéresser les ouvriers en leur faisant vivre des conditions épouvantables. Et je dis pas que c'est la majorité, mais je dis que ça existait. Mais également, il a permis par la rationalisation, de chronométrer tout ça. Et les syndicats ont pu s'en prévaloir pour dire, regardez, pour chiffrer leurs revendications, notamment des femmes à qui qu'on voulait faire travailler plus de 10 heures par jour, et qui ont dit, ah mais non, regardez, voilà ce qu'on vous a fait gagner, et on produit beaucoup mieux maintenant en 10 heures, donc pas la peine de nous faire travailler plus, surtout pour gagner pas plus. Oui, c'est ça. Alors l'affaire a été devant les juridictions, c'était aux États-Unis, tout ça. Et il y a un juge en 1908, ça s'appelle le Brandeis Brief, qui s'est servi des travaux de Taylor, si vous voulez, pour quantifier les apports de productivité et de trouver un ratio, ou en tout cas de trouver des raisons objectives notamment sur la durée du travail, grâce à ces femmes qui travaillaient en usine. Donc au fond, il n'y a pas un bilan univoque, c'est ambivalent ce que Taylor a voulu faire. Mais simplement, je voulais ajouter que lui, en tout cas dans sa vision à lui, ce qu'il espérait faire, c'était aussi faciliter la vie des ouvriers dans l'usine. Faciliter et pacifier la vie des collaborateurs. Voilà. C'est assez intéressant parce que, mine de rien, c'est une thématique qui revient. C'est-à-dire que lorsque on réfléchit à la productivité, si on réfléchit à les gains de productivité qu'on a fait depuis 1 ou 2 siècles en particulier, on devrait tous travailler 1 heure par semaine et avoir les pieds en éventail. Exactement. Le reste du temps. Mais quelque part, il y a des éléments de nature humaine qui fait que clairement, on ne sait pas faire, ou on n'y arrive pas, ou on a besoin d'être actif, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être un thème intéressant pour la prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à travailler moins ? Ouais, parce que je ne mettrais pas forcément ça dans la nature humaine. Je pense que peut-être dans l'acquis, pas dans l'inné. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a peut-être je suis teinté de mes opinions personnelles, mais je pense que ok pour faire des. Enfin, tu vois, si je fais le parallèle avec la manière dont je vis les choses, la productivité, et on est nombreux dans ce cas-là, c'est pour trouver plus de temps pour d'autres choses. Ouais. Après, on voit souvent des clients qui veulent être plus productifs dans ce qu'ils font pour en faire encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, ce que je veux dire vraiment, c'est que je pense que c'est intéressant de se poser la question: pourquoi je vais en faire plus ? Pourquoi j'essaie d'en faire davantage ? Tu vois, là, on voit Taylor, lui, il avait cette idée de se dire, effectivement, on va augmenter la productivité, donc on va baisser les coûts, donc effectivement, quelque part, ça augmente les marges, mais il y a quand même ce souci de se dire, mais la personne qui travaille, elle va travailler moins longtemps, peut-être, ou alors, elle va être plus en forme, donc elle sera plus en forme pour faire d'autres choses une fois qu'elle aura fini sa période de travail, etc. C'est-à-dire que l'intention est bonne. Et j'ai envie de dire, quelque part, c'est un peu on dit, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Le truc au départ est bon, mais on se retrouve, et pour moi, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un système qui finalement nous pousse un petit peu à se dire, mais écoute, fais-en un petit peu plus et tu vas voir, t'en auras un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, très bien. Après, je trouve que ça rejoint beaucoup toutes les approches où dans la notion de productivité, on commence par se poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que tu veux être plus productif ? C'est vraiment la pyramide qui remonte en disant, c'est quoi la raison d'être ? En haut, à l'origine, est-ce que plutôt que d'essayer d'en faire plus, c'est plutôt la recherche de essayer de faire les choses justes, de faire les choses les plus pertinentes, qui derrière vont ramener plus de résultats. Oui, en tout cas, il y a une recherche de Taylor et qui s'approche d'une recherche de David Allen. En tout cas, j'ai l'impression. Il était dans une usine et il a observé que les ouvriers perdaient du temps en cherchant des outils ou des matériaux, comme nous un peu dans notre bureau pour chercher
C'est ça. le dossier bidule ou le machin. Et donc, je pense que c'est lui qui a soufflé l'idée de l'étiqueteuse dont on parlait hier avec Geoffrey. Donc, Ah oui, les GTDistes reconnaissent l'étiqueteuse qu'ils ont sur leur bureau. c'est vrai. Et donc, en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a rangé de manière optimale tous les outils et les matériaux, et il a étiqueté les tiroirs dans lesquels on pouvait le trouver. Ouais. Mais c'est le principe qu'on trouve avec les listes. Et le triangle dont je parlais tout à l'heure dans la cuisine, en fait, les cuisiniers, ils sont ravis que les cuisines, elles sont pensées comme ça. Sinon, c'est de la perte de temps. Et ce que je crois, c'est dans les métiers dangereux. Là, on parle évidemment des ouvriers, hein. Mais dans les métiers où il y a du danger, je pense que le fait que ce soit rationnel, bien rangé, bien étiqueté, ça évite les accidents. Oui, Ça évite les accidents. J'ai une question par rapport à Taylor. Est-ce que dans ses recherches, tu es tombé sur des éléments où il a cherché à éditer, à couper des actions? C'est-à-dire que dans sa manière d'optimiser les choses, vraiment à retirer des étapes de manière à ce qu'elles ne soient plus nécessaires. Eh ben oui. Il y a dans une entreprise de briqueterie. En tout cas, il travaillait avec des maçons. Alors déjà, il a vachement amélioré les choses parce que les briques étaient là au bon moment, le mortier, il n'avait pas le temps de sécher, etc. Et puis, il leur a même fait des échafaudages qui étaient vachement pratiques. D'accord. Et les maçons, donc, vous voyez, hein, ils prennent la truelle, là, ils mettent un grand coup de moellon, pouf, ils posent la brique dessus et ils tapotent avec le manche de la truelle. Et là, il s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment utile ce machin? En fait, on se rend compte que c'est pas utile du tout, mais que c'est comme un tic métier. Ouais, pour dire c'est fait, quoi. Pour dire c'est fait, exactement. Alors, ce que je ne sais pas, donc oui, il leur a dit, les gars, ça sert à rien ce machin. Je sais pas comment il a été reçu. et la question que tu poses, elle ouvre un truc vachement intéressant. C'est que c'est ce que Romain, ce dont Romain parlait. C'est-à-dire cette satisfaction. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini. Absolument. Et peut-être que ce gain, enfin en tout cas cette légère perte de temps, en fait, apportait beaucoup de gains Sur la partie émotionnelle. d'un point de vue psychologique. Mais l'histoire ne le dit pas. Non. En tout cas, oui, il y a certains gestes. Alors, en étant rationalisés, certains gestes certainement pouvaient s'avérer inutiles, ou en tout cas, peut-être qu'il fallait plusieurs gestes pour arriver au même résultat, et que il a inventé une nouvelle gestuelle, si j'ose dire, voilà, pour y arriver. Et puis de toute façon, il y avait aussi quand même l'idée de s'adapter aux machines. Je trouve qu'après, le mouvement d'après, c'est que les machines s'adaptent aux humains le plus possible. Mais enfin, quand même, hein, aujourd'hui encore, le travail en usine, c'est costaud. C'est costaud, avec les cadences, etc. J'entendais une ouvrière là qui parlait. Alors, il y a sur Arte là des 3 super documentaires sur l'industrialisation. Et la nana, en fait, elle expliquait que elle était tellement, vous savez, le mot, pas aliénée, c'est un autre terme que je cherche. Bref, que ses doigts arrivaient à capter. Donc, elle voyait une pièce à monter avec des vis. Quelquefois c'est 5, quelquefois c'est 4. Et ben, la main, simplement en voyant, conditionnée, c'est le terme que je cherchais. Elle était tellement conditionnée que sa main retirait la 5e vis quand elle voyait la pièce. Elle avait même plus à réfléchir. Et elle portait en fait des tonnes et des tonnes de matériel sur une journée en fait. Donc voilà, la question du corps, hein, c'est ce qu'on a sous le terme maintenant des troubles musculo-squelettiques. Ouais, TMS et tout. L'ergonomie en général. L'ergonomie en général, voilà. Alors ça s'améliore. Je pense que de plus en plus les machines font les travaux pénibles. Mais enfin, quand même, on dit hein, que en France il y a plus d'ouvriers, etc. C'est pas vrai. Il y en a encore un bon nombre et qui font ce genre de tâches. Donc la taylorisation, en fait, il y a des gens qui la vivent. Et puis il y a une grosse tendance aujourd'hui à chercher à
à réimplanter des usines sur le sol français. Bah, on a vu qu'on n'arrivait même plus à fabriquer les masques pendant le Covid. Donc, voilà. Alors, Affaire à suivre. Ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Philippe. merci à vous d'avoir eu la patience de m'écouter. Et Voilà. puis, je proposerai d'autres, si ça vous va, d'autres comme ça, Avec grand plaisir. chroniques sur l'histoire de la productivité, en fait, des temps préhistoriques jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Bah, pensez-y la prochaine fois que vous rassemblerez vos prochaines actions par type d'action identique. Voilà, vous devez peut-être ça à Taylor. Hein. Hier, et loin peut-être en vous loin. deviendrez aussi rich comme a été là. T'avais envie de la faire, celle-là. Depuis le début, t'avais envie de la faire. Vous me connaissez. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.